Merci à vous. Il est toujours délicat de s'exprimer en dernier avant l'heure du déjeuner, mais je vais essayer. Pour vous parler de l'utilisation des terres et des changements climatiques, je vais bien sûr faire appel aux conclusions du rapport spécial sur les terres du GIEC, rapport spécial qui portait bien sûr sur les terres et le changement climatique, qui a été réalisé par les 3 groupes du GIEC et qui a été adopté par l'ensemble des pays après tout de même 5 jours de discussion en août dernier à Genève. Vous rappelez tout d'abord que les usages humains affectent directement plus de 70% de la surface terrestre libre de glace. Vous voyez ici à droite que les écosystèmes qui sont peu utilisés, dans les couleurs orange et rouge, c'est simplement 28% de cette superficie. Et nous savons que l'humanité utilise déjà entre 1/3 et 1/4 de la production primaire nette potentielle. Il y a donc déjà des concurrences dans l'usage des terres entre ces usages que sont l'alimentation humaine ou animale, les fibres, le bois et l'énergie. Dans ce contexte, le changement climatique aggrave les pressions sur les terres. Il a déjà affecté la sécurité alimentaire, ceci à travers le régime de réchauffement, mais aussi à travers la variabilité des précipitations, les événements extrêmes. Nous avons des exemples de pertes de rendement assez nombreux, en particulier pour le maïs et le blé au niveau mondial. Je rappelle par exemple qu'en 2016, en France, nous avons eu une réduction du rendement du blé de 30%, suite à des pluviométries exceptionnelles et à l'engorgement des sols. À l'inverse, à des latitudes un peu plus élevées, par exemple en Écosse, vous avez certaines cultures dont le rendement augmente. C'est de manière assez intéressante la betterave, des plantes qui ont plutôt des formes de racines de tubercules. On voit aussi que l'élevage est touché, bien sûr. C'est particulièrement vrai dans les systèmes pastoraux en Afrique, où il y a une forte mortalité des troupeaux certaines années, mais c'est aussi observé dans des conditions extrêmes de chaleur dans certaines zones tempérées. Alors, ce qui est préoccupant, c'est les changements dans la répartition des ravageurs des maladies. Donc ça, c'est une forme aussi de réponse de la biodiversité, si l'on peut dire. Mais cela touche, par exemple, les zoonoses. Donc, vous avez des risques aussi pour la santé humaine. On est bien ici dans un concept de One Health. Un message fort de ce rapport, c'est que la stabilité de l'approvisionnement alimentaire devient incertaine avec l'augmentation du changement climatique. Alors, dans ce graphe à gauche, vous observez les risques avec un réchauffement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en deçà de 1 degré de réchauffement. Donc, nous sommes dans une zone de risque modérée pour laquelle nous avons des pics de prix des denrées agricoles qui affectent certains pays. On pourrait rappeler qu'en 2010, il y a eu par exemple un arrêt des exportations de la Russie suite à une vague de chaleur qui a entraîné, par un effet de domino, l'arrêt d'exportation dans d'autres pays et des problèmes d'approvisionnement dans une série de pays, donc une augmentation de l'insécurité alimentaire. Alors si l'on dépasse 1,5 degré, on aura des chocs périodiques dans certaines régions qui vont perturber l'approvisionnement alimentaire. Et si on dépasse 2 degrés, 2 degrés et demi, on prend des risques au niveau global. Donc ça, c'est un message très fort. Et je dois dire que dans le précédent rapport, dans le 5e cycle, on avait conclu que l'insécurité alimentaire mondiale était à partir de 4 degrés. Je crois que ce rapport fait baisser le seuil un petit peu. On a aussi des signes d'une augmentation du prix des denrées alimentaires, même s'il y a pas mal d'incertitudes, et puis un problème de micronutriments, puisque quand on augmente le CO2 atmosphérique, on baisse la teneur en micronutriments des produits végétaux, et il faut savoir qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui, précisément, ont des carences en micronutriments. Alors, ceci dans un contexte où on a aussi des menaces du fait de la dégradation des terres, de l'érosion des sols. Lorsque vous travaillez le sol, finalement, vous perdez de la matière organique à un taux qui est 100 fois plus élevé que le taux de formation du sol. Le changement climatique va se concentrer pour ses effets sur la dégradation des terres dans certaines zones, les zones côtières basses, les deltas fluviaux, les zones arides. Et si vous voulez, les effets seront conjugués avec la perte de rendement qu'entraîne déjà la dégradation des terres. Si on ne fait rien sur la dégradation des terres, on peut perdre en 2050 10% des rendements. Conjugué à la menace du changement climatique, ça fait bien sûr encore plus dans certaines régions particulièrement. Alors les terres, c'est aussi un puits de carbone
considérable et l'évolution de ce puits de carbone montre que nous avions l'équivalent de 11 gigatonnes de CO2 piégées par la biosphère continentale, soit près de un peu plus du quart des émissions totales de CO2, mais la persistance de ce puits est incertaine si le climat continue de se réchauffer, puisque on aurait une augmentation de la respiration, un dégel des sols toujours gelés, et cela peut accroître donc la perte de ce puits. Donc là, l'image un peu plus générale que l'on peut se donner sur le secteur des terres, c'est qu'il y a beaucoup de défis qui sont en interaction et qui sont superposés dans certaines régions. On tente de les résumer sur ces graphes à gauche, ces cartes mondiales, où on rappelle le défi de l'adaptation, en particulier lorsque les cycles saisonniers sont très perturbés, c'est dans les zones surlignées, de la désertification, de la dégradation des terres, de l'insécurité alimentaire par sous-alimentation chronique, de la menace sur les hotspots de biodiversité, sur la surexploitation des aquifères, sur la pollution de l'eau par un excès d'azote et de phosphore. Alors lorsqu'on superpose tout ça, on a des mauvaises nouvelles, tout particulièrement dans certaines régions du monde. Vous pouvez l'observer pour l'Asie du Sud, pour l'Afrique de l'Est plutôt, et il se trouve que c'est plutôt dans des régions à faible indice de développement humain. Donc non seulement vous avez plus de défis, mais la capacité de réponse à ces défis est plus faible, puisque l'indice de développement est plus bas. Alors avons-nous des réponses? Oui, et en fait elles sont convergentes, c'est tout de même la bonne nouvelle. En luttant contre le changement climatique, en s'adaptant, on peut aussi freiner la dégradation des terres, contribuer à la sécurité alimentaire et sans doute, dans certains cas, protéger la biodiversité. Alors, si l'on revient sur ce potentiel d'atténuation, il est très considérable, puisqu'on part d'un point de départ où on a 30% environ des émissions mondiales anthropiques qui sont liées au système alimentaire mondial, dans une définition étendue qui n'est pas simplement l'agriculture, mais aussi tous les intrants, tous les transports, toutes les transformations qui sont nécessaires pour délivrer des produits alimentaires aux consommateurs. Donc, potentiel technique considérable, mais très grande difficulté d'adoption, puisqu'il y a des millions d'acteurs dans le monde qui sont des agriculteurs, qui sont des forestiers, qui sont responsables de ces différentes activités. On a un potentiel important dans le système alimentaire via la réduction des pertes et des gaspillages, on va y revenir, et via la diversification des régimes alimentaires. Les recommandations du rapport Eat-Lancet, vous l'avez peut-être vu, une grande revue de médecine, indiquent qu'il faudrait baisser la consommation de viande rouge pour des raisons de nutrition et de santé, pour limiter l'incidence des maladies chroniques. Et de ce fait, on peut tout à fait avoir une convergence des enjeux climat et des enjeux santé en travaillant sur une diversification des régimes alimentaires qui va être associée à une diversification des systèmes de production et donc favoriser l'adaptation au changement climatique avec des co-bénéfices pour la santé. Cela pourrait libérer des millions de kilomètres carrés et apporter une atténuation des émissions comprise dans une fourchette qui malheureusement est encore assez mal connue. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour résumer ce tableau sur lequel on a beaucoup travaillé dans le rapport, mais en bleu, c'est ce qui est positif pour les enjeux. Lorsque vous êtes en orange, c'est négatif. Alors, on va observer très rapidement que pour l'agriculture, il y a des options qui finalement sont généralement positives, comme la gestion de l'eau. Pour la forêt, beaucoup d'options qui sont très généralement positives, comme évidemment réduire la déforestation. Et puis, vous avez les sols, où c'est positif pour tous les enjeux, c'est-à-dire augmenter la matière organique des sols, leur teneur en carbone, c'est positif, ou encore la gestion des incendies. Mais vous observez, en revanche, que les bioénergies avec capture de carbone et stockage, ça peut poser des problèmes, parce que cela renforce la compétition entre les usages alimentaires et non alimentaires. D'autres options qu'on a commencé à mentionner, réduire les pertes et gaspillages, donc les pertes post-récolte dans les pays en développement surtout, et les gaspillages alimentaires surtout dans les pays développés, et aborder les changements de régime alimentaire avec cette convergence climat-santé. Donc quelques cartes on peut prendre ces exemples. Si l'on augmente le stock de carbone organique des sols, on peut avoir des co-bénéfices sur une grande partie des terres émergées. En revanche, pour les bioénergies avec capture de carbone et stockage, eh bien, c'est sur a priori, les co-bénéfices seraient dans des zones bien plus limitées si on devait s'engager dans ces options à grande échelle. Mais précisément, et c'est ma dernière diapositive, le déploiement à grande échelle d'options d'atténuation, telles que la bioénergie, le boisement, aurait des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire
La biodiversité et la dégradation des sols. Si vous êtes à forte population, vous n'avez pas beaucoup de place, donc en fait, il faut beaucoup limiter ces options. Si vous êtes à faible population en 2050, vous avez plus de place, vous pouvez donner plus de superficie, jusqu'à 4 millions de kilomètres carrés, à ces options. Pardon, j'avais encore une diapositive, mais c'est un petit peu la même chose. Donc, on est arrivé à un consensus qui dit que si on déploie sur des petites échelles avec les meilleures pratiques, on a surtout des co-bénéfices, mais néanmoins pas sur la sécurité alimentaire de ces différentes options que vous retrouvez sur la diapositive. Je vous remercie.